Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une foire aux questions. Je me trouve, si tu le vois sur YouTube, juste devant le lac ici à Chiang Mai. C'est très calme, on est le matin, on est vendredi. Et c'est une foire aux questions dans laquelle je vais répondre à pas mal de questions qu'on m'a posées sur Instagram, sur la partie perso, sur la partie business en ligne, coaching en ligne, mais également sur l'expatriation, parce que forcément, vous le savez, c'est mon truc aussi. J'habite à Chiang Mai en Thaïlande depuis plusieurs mois et je suis expatrié depuis bien longtemps. J'ai quitté la France en 2019 et donc on va commencer tout de suite par la première question. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est sur du voyage, c'est tout simplement quel est le pays que tu aimerais faire bientôt ou ton top 3. Écoute, ça tombe très bien, je vais donner un petit peu mes critères de pays. Alors, c'est des pays pour les vacances là que je vais prévoir dans quelques temps, mais également potentiellement pour s'expatrier. Dans mon top 3 ou dans mon top, globalement, il me restait 2 pays d'Asie, surtout un que je voulais faire, c'est le Japon et également la Corée. Et ça tombe bien parce que cette semaine, j'ai planifié de partir, j'ai booké mes billets en tout cas cette semaine pour partir au mois de septembre, du coup découvrir ces 2 pays pendant des vacances ou entre guillemets où je vais aussi travailler, donc ça va pas être de l'expatriation comme j'ai l'habitude de faire parce que désormais j'ai une base ici à Chiang Mai, mais l'idée ça va être de découvrir ces cultures. Moi j'aime les pays où il y a une culture assez forte, j'aime des pays où on se sent en sécurité, c'est parfait, j'aime des pays où le climat est bon, au mois de septembre je pense que là-bas ça devrait aller, peut-être qu'il pleuvra un peu, mais bon c'est un peu le cas ici aussi, et finalement ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que je veux? Aussi voilà, un dépaysement culturel concrètement, et puis aussi au niveau de l'alimentation, même si c'est pas mon critère numéro 1, mais je sais qu'au Japon et en Corée, globalement on va bien manger. Et d'ailleurs j'ai fait une liste il y a très longtemps d'ailleurs, des pays que je voulais voir. Je vais l'ouvrir tout de suite. Au démarrage, en fait, quand j'ai commencé à être un peu libre, quand j'ai commencé à gagner mes revenus en ligne, je me suis dit, tiens, cette nouvelle vie que j'ai rêvé concrètement depuis 3-4 ans, avant de pouvoir en vivre, avant le moment de la réflexion et machin et trucs, je veux dire, quels sont mes objectifs de vie? Moi c'était globalement de voyager pendant longtemps, tu le sais, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai fait la Colombie, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai été à la Réunion, j'ai été aux Philippines, en Australie j'ai vécu 2 ans, bref, j'ai fait pas mal de pays que je voulais voir. J'ai fait aussi New York que j'avais dans ma liste depuis longtemps. Donc New York c'était mon top dans ma liste, et j'avais Tokyo. Tokyo c'est ma 2e ville qui était dans ma liste depuis longtemps, donc ça je suis content d'y aller. J'ai également le Canada. Le Canada, je pense que c'est un pays, alors je suis déjà allé à Montréal, mais j'aimerais bien y retourner en expatriation, pourquoi pas, même si maintenant ça me semble assez cher. Je t'ai pas parlé du coût de la vie, mais quand tu t'expatries, pour moi le coût de la vie c'est très important. Après il y avait l'Europe de l'Est, Prague, Budapest. Alors Prague je suis déjà allé, l'Europe de l'Est je suis allé en Bulgarie aussi pendant un mois. Le Vietnam, alors pareil, j'ai déjà été à Da Nang, mais il y a d'autres villes que j'aimerais bien aller voir. Je suis allé à Hanoï aussi, mais Ho Chi Minh, c'est une ville que j'aimerais bien visiter. Et sinon, j'avais quoi dans ma liste? J'avais Dubaï, mais j'y suis déjà allé. Donc, ce sont des pays assez safe qui sont très différents, mais souvent des pays assez safe où il y a quand même une bonne culture, on va dire. Voilà. Donc, globalement, les pays que je veux voir encore. Taïwan, Hong Kong, ça c'est des pays d'Asie que j'aimerais bien aller voir. Et Rio au Brésil, voilà, pour le foot et puis pour les plages et pour la culture aussi potentiellement. L'Argentine aussi pour être sympa. En Amérique du Sud, j'ai juste fait la Colombie en Amérique du Sud, même si ça m'intéresse un peu moins, c'est un peu moins des pays qui m'attire, on dira. Et donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de pays à découvrir évidemment, mais des pays pour vivre, honnêtement ça va dépendre de chacun, je pense vraiment de ses critères. Moi j'ai choisi la Thaïlande pour plein de raisons, notamment parce que c'est calme, parce que je me sens bien et parce qu'il y a un bon pouvoir d'achat aussi, faut pas le négliger, en vivant en Thaïlande, même sans faire plus de chiffre d'affaires sur ton activité, tu as bien 30 à 40% de niveau de vie en plus, en ne faisant strictement rien de plus, donc en ne travaillant pas forcément plus, en ne payant pas plus d'impôts, parfois même moins, mais tout simplement en vivant dans un pays où le coût de la vie est moins cher, donc tu peux faire beaucoup plus de choses ici aussi, et je pense que c'est un critère à prendre en compte quand je vois des gens potentiellement qui voudraient s'expatrier peut-être à Dubaï ou aux États-Unis dès le début. Si t'as pas des gros revenus, ça peut être compliqué parce que tu vas vivre vraiment dans des conditions de démarrage un peu difficiles, tandis qu'ici en Thaïlande, même quand tu es en démarrage d'activité, potentiellement, comme ça a été mon cas si tu veux quand j'ai transitionné l'année dernière, c'était quand même beaucoup plus facile d'avoir un niveau de vie à peu près cohérent, on va dire. Donc voilà. Deuxième question, et on va parler encore un petit peu d'expatriation. Quelles choses sont à prévoir pour partir à l'étranger
quelques mois. Alors ça va faire un petit peu le parallèle avec la première question. Ça va dépendre effectivement de combien de temps tu veux partir. Est-ce que tu y vas pour travailler et voyager ou juste pour voyager évidemment. La première chose évidemment, ça va être de regarder les visas parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que on ne peut pas voyager partout dans le monde et rester des années. Concrètement, les gens ont tendance à oublier ça. Moi, je l'ai appris un peu sur le tas. En tant que Français, on a un des meilleurs passeports au monde. Donc concrètement, on est avantagé dans plein de trucs. Il y a plein de pays où on n'a pas besoin de visa si on reste moins d'un mois ou moins de 90 jours très souvent. C'est le cas en Thaïlande d'ailleurs actuellement, je crois qu'on a 2 mois ou 3 mois même à un moment. Alors des fois, ils changent un peu sans devoir faire de visa. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Donc voilà, la première chose, c'est déjà regarder dans quel pays tu peux aller. La saison aussi, ça dépend à quelle saison tu y vas. Si c'est en hiver, si c'est l'hiver en Europe et que tu veux aller dans un pays un peu plus chaud, faut regarder. Ou inversement, potentiellement. La distance, est-ce que tu veux aller loin? Est-ce que au niveau du décalage horaire aussi, je pense que c'est important quand tu t'expatries ou que tu fais des petites vacances et que tu veux travailler. Est-ce que tu dois être présent en même temps que tes clients potentiellement ou que tes prospects? Tu dois faire des appels, des lives. À ce moment-là, partir loin, ça peut être un petit challenge. À toi de voir. Moi, j'ai fait la Colombie, j'ai fait l'Australie, donc 2 opposés et j'ai réussi à développer mon activité. Donc je sais que c'est possible, mais il va falloir être un peu plus flexible, s'adapter potentiellement. Après, encore une fois, le coût de la vie, le coût des logements. Je pense que le plus gros coût, généralement, ce sont les logements. Tu as des pays où les logements sont extrêmement chers, des pays où c'est beaucoup plus attractif, on dira. Donc là, je pense que c'est un truc à avoir. La qualité d'internet aussi. C'est vrai que si tu travailles en ligne et que tu t'expatries ou tu vas en vacances dans un pays où tu sais que la connexion est un peu compliquée, il y en a de moins en moins, mais ça peut quand même jouer, concrètement. Également, peut-être savoir un petit peu ton mindset par rapport au pays dans lequel tu veux aller et par rapport aux tentations et ton caractère. Je m'explique. Ici en Thaïlande, c'est un exemple parfait. Tu as plein de villes où tu peux bosser et travailler, tu n'auras pas de tentation énorme comme Chiang Mai, où finalement c'est une ville normale. Je pourrais être à Lyon, je pourrais être à Nantes, je pourrais être à Strasbourg. C'est des villes que je connais parce que j'ai vécu dans deux des trois. Ça pourrait ressembler un peu à Chiang Mai. C'est des villes où globalement il y a pas mal d'étudiants, mais ça bouge pas non plus énormément. Voilà, c'est assez calme. Tu vois, là je suis dans un parc tranquille au dehors le lac. Je suis à 15 minutes de chez moi à pied, ça me fait plaisir d'être en nature. Cependant, si tu veux aller à Phuket ou à Pattaya ou d'autres villes en Thaïlande, pour travailler, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Je m'explique. Si tu es tout seul, si tu viens en mode célibataire et si tu es un homme par exemple, tu auras beaucoup de tentations de sortir, parce que c'est très facile, honnêtement, tu peux sortir, boire de l'alcool, rencontrer plein de gens très facilement. Et il y a des gens concrètement qui se noient. Il y a des gens qui font une première rencontre et ensuite laisse tomber, ils sortent tous les soirs, etc. Et clairement, derrière, tes vacances se transforment, enfin, ton expérience d'expatriation de travail-vacances se transforme en vacances, débauche et potentiellement des petits dégâts au retour. Donc c'est là où je pense qu'il faut être assez solide et savoir exactement ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment uniquement profiter ou est-ce que tu veux travailler à ce moment-là? Pour travailler, faut voir parce que les destinations très balnéaires, c'est assez compliqué de travailler là-bas. Ça fait rêver sur la carte postale concrètement de s'expatrier dans ces destinations-là. Moi je trouve que pour travailler, c'est pas toujours évident. Donc trouver un juste milieu, peut-être une destination qui est une ville, concrètement une vraie ville avec des par exemple des immeubles, des machins, des trucs assez abordables, mais avec une plage aussi à côté, pourquoi pas. Mais si c'est juste des bungalows, etc., comme je vois des mecs des fois qui veulent s'expatrier, j'en sais rien, à Koh Samui ou autre part en Thaïlande ou même aux Philippines sur des îles un peu perdues, tu te rends compte que ça en fait c'est pas fait pour tout le monde. Tu vas être isolé du monde, tu vas avoir que des trucs, enfin la seule activité ça va être la plage et du coup pour bosser, va bosser dans un café quand t'as la plage en face de toi et qu'il fait 30 degrés et que tout le monde se baigne, tu vas voir que c'est pas évident. Déjà il y aura du bruit énormément, ça va pas être climatisé, enfin bref, tout ça c'est des trucs quand t'as pas expérimenté, tu peux pas savoir, mais tu peux pas vraiment bosser en fait dans ces endroits là. Donc je pense que c'est important et sinon à prévoir évidemment, juste pour conclure, un petit peu de budget parce que tu sais que tu vas dépenser certainement plus que ce que tu as prévu et voilà concrètement. Et puis après se mettre une vraie routine. Je pense que quand tu pars à l'étranger, la routine aussi c'est important, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Évidemment garder les mêmes routines que tu sois en France ou à l'étranger, je pense que c'est la clé, de s'entraîner, de faire ses pas, de travailler aux mêmes heures, etc. pour pas non plus être complètement décalé et garder peut-être des jours de visite. Moi je sais que c'est ce que je vais faire là quand je vais partir dans quelques semaines en Corée, au Japon, peut-être me faire quelques matinées de travail et visiter l'après-midi ou inversement des visites le matin et travailler l'après-midi ou en fin de journée. Je pense que ça c'est un deal qui est plutôt pas mal pour quand même profiter du pays, parce que j'entends bien que si tu pars à l'étranger t'as pas envie de t'enfermer toute la journée non plus. Bon, voilà, un petit peu l'idée. Troisième question, et là ça va parler un petit peu plus aux sportifs et aux sportives. Quelle est ma routine de sport actuelle et mes objectifs physiques? Alors ça c'est une question intéressante et je vais être complètement honnête avec vous. Ça fait bien longtemps que j'ai plus d'objectifs physiques. Mis à part de me maintenir, très honnêtement. Je suis assez satisfait de mon physique, même si je l'ai déjà dit dans un épisode la dernière fois, je reprends un peu du gras quand je me repose un peu sur mes lauriers, surtout en Thaïlande, je te dis, on mange beaucoup à l'extérieur, et parfois ça m'arrive de faire un peu moins de dépenses, un peu moins de pas, de m'entraîner avec 4 fois par semaine, et
bon, mon objectif c'est quand même là actuellement, hein, c'est de reperdre un peu du gras, de me ressentir bien, notamment au niveau du ventre, essayer de retrouver un peu mes abdos. Je pense que c'est un objectif un peu superficiel, mais moi j'aimerais bien. C'est pour ça aussi que je me remets un peu à courir pour une dépense un peu plus importante. Et donc ça rejoint un petit peu la routine. La routine c'est qu'aujourd'hui c'est que je m'entraîne entre 3 et 4 fois, en général plutôt 4 fois par semaine à la salle de sport. Plus je fais un running généralement, donc je m'entraîne 5 fois par semaine généralement. Ça me va, tu vois, j'aime bien courir justement derrière le parc, juste ici. C'est un parc qui est vraiment agréable en fait, c'est l'université de Chiang Mai en réalité. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, alors là pas trop, mais le soir c'est blindé. C'est un des seuls cœurs entre guillemets verts, pas très loin de chez moi. Donc t'as 2 lacs, t'as la montagne, on voit pas énormément, t'as une grande montagne, parce que là on voit pas à cause des nuages, mais en réalité juste au-dessus de moi il y a une énorme montagne. J'espère que la pluie va pas arriver d'ailleurs. Et généralement on peut même, moi je fais des excursions le dimanche, on monte en haut, etc. Donc ça c'est cool. C'est pas du running mais ça fait partie aussi des activités. Donc voilà, globalement mes routines en salle de sport, je fais quasiment tout le temps les mêmes exercices. Je fais des routines soit haut du corps, bas du corps, ce que je fais actuellement, ou alors je fais des mix un petit peu. L'idée c'est d'avoir du volume, hein, concrètement, de travailler les bras 2 fois par semaine, les jambes 2 fois par semaine, les pecs 2 fois par semaine, le dos 2 fois par semaine pour un minimum de volume et de fréquence, on va dire, sur ces muscles-là. Donc voilà, j'ai pas d'objectif spécialement de performance, etc. Honnêtement, j'ai tenté de m'en mettre l'année dernière, mais sur des tractions lestées, des squats, machin, puis je me rends compte que... En fait, moi, je m'entraîne par habitude, parce que j'ai de la rigueur, mais pas forcément pour d'autres objectifs. C'est vrai que des fois, j'ai un peu pas trop le plaisir, on va pas se mentir, des fois quand j'ai pas envie d'aller à la salle, je vais courir, tu vois, ça me permet de varier un peu les activités. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai choisi Chiang Mai, c'est une ville où je peux aller courir. Et en Thaïlande et dans d'autres pays, alors ça rejoindra la question d'avant, il y a plein d'endroits où tu peux pas courir en réalité. Genre à Bali, les gens veulent s'expatrier à Bali, c'est très bien, mais va courir à Bali, tu vas voir le bordel que c'est. Parce que mis à part courir sur la plage, mais des fois les plages elles sont un peu pentues, etc. C'est pas très agréable, même tu peux te faire mal aux genoux. Mais dans la rue, tu peux pas courir à Bali par exemple. En Thaïlande, c'est pareil, tu peux pas vraiment courir dans la rue, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de trottoir, ça n'existe pas. Il y en a, mais c'est dangereux, il y a des trous partout. Et il y a beaucoup de trafic, et donc c'est pas très agréable. Et le lac où je suis, c'est vraiment le seul endroit de Chiang Mai, à part les stades entre guillemets, où tu peux courir et tu es en nature, et ça c'est vraiment top. 4e question, le toit d'avant, donc commercial en Alsace, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, moi j'étais commercial en Alsace. Avant même ça, je travaillais chez Auchan, donc je mettais en rayon et j'étais manager du rayon volaille également. Donc ça c'était mes études que j'ai fait, hein. J'ai fait une licence professionnelle pour devenir manager de rayon, et ensuite l'idée c'était de devenir directeur de magasin, etc. Donc travailler dans la grande distribution. Une fois que j'ai vu que ça m'avait saoulé concrètement de me lever à 4h du mat pendant 3 ans, je suis passé commercial, du coup c'était un peu mieux honnêtement. J'étais assez libre, j'avais ma voiture, je visitais les magasins et je vendais les produits au magasin, donc ça me plaisait pas trop mal, mais j'étais bloqué, j'étais en Alsace quand je faisais ça. Et ensuite je suis parti en Australie, j'ai fait une année sabbatique, et c'est là où j'ai découvert la passion aussi, pour le fitness. Je me suis mis entre guillemets à passer mes diplômes de personal trainer là-bas, et c'est là où j'ai développé mon compte Instagram et j'ai commencé à devenir libre, etc. Bref, donc le toit d'avant, commercial en Alsace, verrait quoi en tombant sur ton compte Instagram? Alors, c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais trop posée, mais je pense que je serais finalement assez fier, quand même, hein, sans trop faire le gars, mais je pense que je serais quand même assez fier de me dire qu'aujourd'hui, déjà j'habite plus en France. J'ai réalisé mon objectif premier qui était de m'expatrier. Je me sens bien dans mon expatriation, honnêtement, je me vois pourquoi pas vivre ici, même à Chiang Mai ou en Thaïlande pendant de nombreuses années. Je suis libre vraiment, je peux partir en vacances. Là, tu vois, j'ai décidé de partir à Tokyo et à Séoul et tout ça en quelques jours, honnêtement. C'est pas compliqué, surtout d'ici. J'ai pas besoin de demander à mon patron, je sais que je vais devoir travailler un peu là-bas. C'est vrai que l'inconvénient, c'est que je peux pas avoir des vacances comme j'avais avant, mais moi, ma grosse frustration, justement, quand j'étais commercial en Alsace, c'était que je pouvais pas prendre plus de 2 semaines de vacances d'affilée. Et ça, pour moi, c'était une frustration énorme. C'était mon déclic. C'est pour ça que je suis parti de la France, d'ailleurs. C'est parce que, pour moi, quand t'allais en Asie, il fallait rester au moins 3 semaines, un mois. La déconnexion, la différence ici est tellement importante que pour vraiment s'approprier cette culture, en 2 semaines, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai fait 10 jours aux Philippines. J'ai pété un boulot en revenant parce que je me suis dit, c'est pas possible. Le monde est trop grand pour ne le visiter que 2 semaines par an. J'aurais jamais le temps de visiter tout ce que je veux visiter, en fait, en ayant ce mode de vie. Et c'est là où, finalement, je suis content parce que déjà là sur les 2-3 dernières années j'ai poncé un peu le monde, donc là je me pose un peu, mais tu vois
honnêtement, mes envies de changement, de voyage se sont beaucoup apaisées. Et c'était vraiment très très fort chez moi, c'était une flamme énorme. Et si j'avais pas réalisé ce rêve, je pense que j'aurais été très 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 frustré et sûrement très triste. Et donc là, tu vois, je me dis, bon, bah là je suis content. Je peux vivre cette vie-là et je pense que mon parcours sur Instagram d'une manière générale a été plutôt positif. Je me suis lancé très rapidement, j'ai créé une communauté assez rapidement aussi. J'aurais jamais pensé devenir un Instagrammeur. Hein. À première vue c'était un peu ça, un influenceur, hein, même presque on pourrait dire. Au-dessus de 100 000 abonnés c'était presque ça, c'était de l'influence hein, en réalité. Donc ça a été une période de ma vie assez intéressante, beaucoup de stress, de remise en question également. Mais je suis content de l'avoir fait, cette période-là. Aujourd'hui je suis dans une démarche un petit peu différente parce que mon ego me laisse un petit peu tranquille, on va dire. Donc je suis un peu moins dans la recherche de communauté, même si voilà, j'aimerais bien augmenter ma chaîne YouTube, j'aimerais bien avoir plus de coachs ou d'entrepreneurs qui me suivent sur Instagram, mais c'est plus la question des nombres, parce qu'on se rend compte que la question des nombres, en fait, c'était un gros piège. J'ai hier eu un call avec quelqu'un, c'était assez rigolo, qui me disait, ouais, en gros, qu'il veut devenir influenceur, entre guillemets. En gros, il veut devenir faire des collaborations avec des marques, etc., mais il est coach. Et tu vois, moi, ça, c'est un truc, effectivement, où je pense qu'il y a beaucoup de désillusions par rapport à la réalité de ce que c'est que d'être un influenceur. Et on se rend compte que c'est pas du tout un métier, en fait. Et c'est pas du tout cohérent sur le moyen long terme de devenir influenceur. Les gens veulent avoir des trucs gratuits, veulent par ego travailler avec des grandes marques souvent. Et moi, j'ai travaillé avec NutriPure, qui est quand même une grande marque française, qui était un super partenariat. Et d'ailleurs, ça, c'était vraiment cool. Mais vraiment, c'était une petite partie de mon travail. Et c'était juste la cerise sur le gâteau. Et je pense que au-delà de l'Instagram, du nombre d'abonnés, c'est surtout du nombre de personnes que j'ai pu aider aussi avec les transformations physiques qu'on a faites. Le fait que je sois devenu coach, alors qu'à la base, je ne connaissais rien au sport. J'ai réussi à transformer des vies, entre guillemets, après c'est toujours pareil, des gens en tout cas qui ont perdu beaucoup de poids, qui se sont remis en forme, qui ont changé un peu leur mindset par rapport à ça, même beaucoup, plus d'une centaine hein, largement, sur les 3 dernières années. Bah, c'est vrai que ça, Clément, d'avant, le commercial n'aurait jamais imaginé pouvoir transformer des vies en ligne, sans voir des gens, simplement avec une caméra et un téléphone, tu vois. C'est vrai que ça, c'est... Bon, bah voilà, ça c'est un accomplissement, on pourra dire que j'ai réussi à le faire, même si voilà, en tant que tel, tout le monde peut y arriver, et je vous encourage vraiment d'ailleurs ceux qui écoutent le podcast à vous lancer, parce qu'à la base, moi-même, j'étais absolument pas fait pour ça, et j'ai réussi à le faire. Donc je pense qu'il y en a qui sont largement plus prédestinés à faire ce genre de truc, à se montrer à la caméra, à proposer des séances de sport ou ce que tu veux. Moi, à la base, je suis pas fait pour la caméra et je suis pas fait pour le sport. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Encore une fois, il ne faut jamais dire qu'on n'est jamais fait pour quelque chose. Si tu as écouté l'un de mes épisodes de podcast, en tout cas, je n'étais pas prédestiné. Je n'avais pas spécialement envie de devenir ça. Mais ça s'est fait de fil en aiguille, en fait. Et comme tout depuis le début de ma vie, quasiment, mes choix se sont faits de fil en aiguille. J'ai jamais trop prévu ce que je voulais faire. Et ça reviendra sur une question un petit peu après. Donc voilà, par rapport à ça. La cinquième question qui est, selon moi, intéressante. Est-ce qu'un jour, tu redeviendrais salarié et pour combien ? Alors, c'est une question, je me la suis déjà posé plus ou moins, pas forcément salarié, enfin si salarié en ligne. En réalité, si tu me dis demain tu as un salaire fixe de 5 000 € net et que tu as la même liberté qu'aujourd'hui, honnêtement je prends parce que du coup j'ai beaucoup moins de stress et c'est cool. Tu vois, je me dis beaucoup moins de stress, j'ai pas besoin de recommencer à zéro un peu tous les mois. Pourquoi pas ? En réalité, si quelqu'un m'emploie aujourd'hui, il me dit c'était quoi le podcast, tu veux m'employer pour 5 000 €, pourquoi pas ? Mais derrière, ce que je sais aussi, et j'y ai déjà réfléchi parce que j'ai déjà eu des propositions, même pour travailler avec quelqu'un, quand j'étais coach, on m'avait proposé potentiellement de rejoindre une équipe pour travailler pour quelqu'un qui avait quand même une grosse activité de coaching. Et je vois des coachs aussi, d'ailleurs, pas mal de coachs en ligne qui finalement, après avoir un petit peu eu des difficultés à se lancer en ligne, se disent qu'Instagram c'est pas pour eux, ils se mettent à travailler pour quelqu'un. Moi aussi même d'ailleurs j'ai recruté quelqu'un pour travailler avec moi. C'est pas une mauvaise chose, je pense que tu apprends beaucoup. Cependant, t'es jamais vraiment libre. Tu dois appliquer ce qu'on te dit. Et finalement, moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me suis fait une promesse, c'est de ne jamais retravailler pour quelqu'un. En tout cas, en présentiel et surtout dans un modèle un peu classique de salariat où le patron il décide tout, etc. Où tu as des managers et tout ça. Ça vraiment, je pense que je serais incompatible avec ça et je serais malheureux. Peu importe la somme. Après, si tu me dis, voilà, comme dit, tu es salarié en ligne et c'est avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et on est plus partenaire, plus que voilà, l'esprit de salarié-patron, pourquoi pas ? En réalité, pourquoi pas ? Parce qu'à terme, peut-être que tu peux être fatigué de l'entrepreneuriat solo. Je pense que ça, c'est vrai. Tu as peut-être envie de te mettre avec d'autres personnes parce que quand tu es tout seul, c'est pas toujours évident. L'isolement, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, dans un des épisodes précédents, sur le mal-être des entrepreneurs. C'est vrai que ça existe. Et le salariat, ça apporte quand même une stabilité et ça apporte quand même. Voilà, tu dors beaucoup plus sereinement sur 2 oreilles, entre guillemets, quand tu es salarié, en réalité, que quand tu es entrepreneur. C'est vrai. Mais
À quel prix? Si je peux partir en vacances quand je veux, si je peux pas aller au lac le vendredi matin et faire mes vidéos alors que voilà, je fais ce que je veux. Ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment cool. Et il faudrait vraiment me payer cher quand même pour que je redevienne salarié. Alors, ça dépend où, ça dépend pour qui, encore une fois. Mais voilà, la question est intéressante, mais je pense pas que j'échangerai ma liberté pour quelque chose. Question numéro 6. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors ça c'est une bonne question, je ne me suis pas vraiment encore une fois posé la question, je vis beaucoup au jour le jour, c'est pareil dans mon activité, que ce soit au niveau business ou au niveau des pays, je ne sais pas. Est-ce que je ferai encore ça coach business dans 10 ans? Honnêtement je crois pas, j'en sais rien. Je sais que j'ai des phases, moi ça fait tous les 3-4 ans je change de taf. J'ai fait 3-4 ans chez Auchan, j'ai fait 3-4 ans de commercial en Alsace, j'ai fait 3-4 ans de coach sportif en ligne, et là peut-être que je ferai 3-4 ans de coach business ici en Thaïlande. C'est possible, honnêtement c'est possible. Je pense que la vie est faite comme ça, faite d'aventures, d'expériences. Moi j'adore recommencer à zéro quelque chose parce que c'est là où j'ai plus de motivation. Les difficultés sont là, mais c'est là où tu prends le plaisir de la découverte. Et à partir du moment où tu commences à être blasé dans ton taf, qui m'est arrivé à chaque fois, dans les 3 tafs derniers, moi j'ai du mal. Et du coup, souvent je change d'idée. Bon, c'est pas que c'est la meilleure idée à faire, de changer tout le temps, mais voilà, 3-4 ans, je pense que c'est pas mal. La première et la deuxième année, tu es toujours en phase d'expérimentation, surtout quand tu es entrepreneur. Donc t'as pas le choix, tu peux pas changer de taf au bout d'un an, tu n'auras pas assez de revenus, etc. Mais avec tout le savoir-faire que j'ai entre guillemets eu sur les dernières années, je pense que, je regardais si mon micro était bien branché, sur les dernières années, je pense que je suis capable en réalité de m'adapter un petit peu au changement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 10 ans, je pense que l'entrepreneuriat va beaucoup changer. Le métier de coach en ligne va beaucoup changer et donc il va falloir forcément que je m'adapte à ce qui va se passer. Et c'est là où, c'est pour ça que je suis assez flexible, je m'adapterai à ce qu'il y aura sur le marché en réalité. Tu sais, j'en ai parlé une fois dans une vidéo, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais où en gros, tu allies ta passion, tu allies tes compétences, ton expérience et tu allies les besoins du marché et ce sur quoi on pourra te payer. Potentiellement une compétence qu'on pourrait te payer. C'est un peu ça en fait. Tous les 3-4 ans, tu refais un ikigai, tu vois si c'est aligné. Parce que si tu fais un taf mais qu'il n'y a plus de demande, imagine qu'il n'y a plus de coach en ligne demain où c'est un métier un petit peu différent avec l'IA et tout ça, je serais comme un con. Donc voilà, un petit peu l'idée, c'est de rester adapté au marché, on va dire. Et voilà. Par rapport au style de vie au pays, pareil. Honnêtement, je me vois pourquoi pas vivre en Thaïlande un petit moment encore. J'aime bien. Potentiellement une famille, pourquoi pas. Encore une fois, là j'ai 34 d'ici. Au moment où tu écoutes ça, je pense que j'ai passé mes 34 parce que c'est la semaine prochaine, donc je pense que j'aurai posté le truc. Donc 34, c'est aussi la période concrètement, donc faut y penser. Donc on verra. Je suis pas fermé à toutes ces idées, même d'être un peu plus stable. Pourquoi pas de rester dans un endroit plus longtemps. Ça ne me dérange pas. Si c'est un endroit comme ici où on se sent bien toute l'année, pourquoi pas. Deuxième partie, un peu plus business. Je me suis levé, pas rester assis trop longtemps, c'est pas toujours très agréable. Bref, là j'ai la possibilité de le faire debout, mon podcast, donc c'est cool. Ma vidéo. Question un peu plus business, coaching en ligne. Qu'est-ce que tu gardes ou qu'est-ce que tu garderais si tu devais n'avoir qu'un seul canal d'acquisition? En gros, en tant qu'entrepreneur, en ligne, concrètement, est-ce que tu garderais les mails? Est-ce que tu garderais le podcast? Est-ce que tu garderais YouTube? Est-ce que tu garderais Instagram, potentiellement? Moi, je garderais Instagram. La réponse est très très vite. Si je devais garder qu'un seul canal, c'est Instagram. Pourquoi? Déjà, la première chose, c'est effectivement qu'il faut se focaliser sur un seul canal d'acquisition, je pense, sur la première année. Globalement, c'est vraiment le plus important pour se faire connaître et pour maîtriser un petit peu les codes. Et surtout Instagram, même si j'aime bien YouTube, honnêtement j'aime bien YouTube et le podcast, la difficulté concrètement avec ces deux plateformes qui sont YouTube et le podcast, c'est que tu ne peux pas interagir, je vais baisser un peu la caméra, tu ne peux pas interagir directement avec les gens, tu ne peux pas DM les gens directement, je crois pas. Et c'est là où ça peut être un problème pour vendre quelque chose ou pour engendrer des discussions pour ensuite aller vers un appel bilan. Nous on vend avec des appels bilan et l'avantage d'Instagram c'est que tu peux le faire, tu peux rentrer en contact avec tout le monde très rapidement, tout le monde a Instagram globalement, que sur YouTube les gens vont consommer. C'est vrai que la façon de consommer sur YouTube et sur le podcast est beaucoup plus intéressante que sur Instagram parce que tu rentres dans le cœur du sujet. Tu vois, si tu écoutes là cette vidéo, c'est cool, tu vois, ça veut dire que tu es avec moi depuis plusieurs minutes, que ça t'intéresse et je sais qu'il n'y a pas une énorme audience, mais ce que je veux dire c'est que tu vas rentrer dans mon univers. Et ça sur Instagram, sur des vidéos de 30 secondes où tu dois popper, faire des allers-retours, des saltos, bon c'est un peu plus compliqué et c'est là où c'est vrai que moi Instagram parfois ça me saoule un peu, mais c'est mon canal d'acquisition et c'est là où je me suis fait connaître concrètement et c'est là où je peux rentrer avec les gens en discussion.
et avec des techniques, etc. Ça, c'est ce que j'enseigne dans mes programmes. Que sur YouTube, mis à part clique sur mon lien. Alors oui, les gens pourront potentiellement accéder aussi à ton appel bilan, à ton offre, etc. Oui, mais ça va être un petit peu différent. Donc, on n'a pas encore trouvé la plateforme idéale. Je pense que ça n'existe pas, mais bon, Instagram pour moi, ça reste encore le top. Mais je pense qu'une plateforme longue, YouTube ou podcast, en parallèle d'une plateforme courte, c'est vraiment idéal pour créer une vraie relation entre guillemets avec son audience, comme là on est en train de faire hein, littéralement. Donc ça, c'est un peu ça. Question numéro 2, as-tu déjà refusé des clients? Quels sont tes filtres? Alors oui, j'ai déjà refusé des clients, ça m'arrive plusieurs fois. Surtout des clients quand j'étais coach sportif en ligne. J'ai refusé pas mal de profils. Alors au démarrage, c'est vrai que tu acceptes un peu tout le monde. Et puis au final, tu te rends compte que tu fais des erreurs quand tu acceptes tout le monde. Déjà, si tu acceptes des profils qui ne correspondent pas à ta niche, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à ce que tu as l'habitude de traiter. Pourquoi c'est une erreur? Globalement, c'est parce que ça va te demander beaucoup plus de taf. Tu vas devoir adapter tout. Et tu vas te rendre compte que finalement, ton temps est précieux. Et que finalement, c'est pas en ayant 40 000 profils différents que tu vas pouvoir accompagner beaucoup de gens et entre guillemets bien gagner ta vie. Non, au final, tu vas devenir encore un artisan entre guillemets. Et tu vas devoir travailler chaque programme individuellement à fond, etc. Alors oui, au démarrage, je te dis pas, on le fait tous. Mais au bout d'un moment, quand tu as 20-25 clients, si tu as 20-25 clients qui ont des profils vraiment différents, ça va être une vraie galère tes journées, je te le dis. Donc, parce que tout le monde va te demander des trucs différents et ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est un peu de standardiser quand même ces programmes et sa niche. Et pour ça, il faut avoir des profils un petit peu similaires. Également, les profils que moi, je refusais, c'était les profils de gens où je sentais qu'ils remettaient 100% des efforts sur moi. En gros, ils se disaient, ok, je prends un coach et c'est lui qui va me motiver. Déjà, quand on me disait, j'ai besoin d'un coach pour me motiver, déjà, je trouvais ça un petit red flag, on va dire, parce que souvent, c'est des gens, justement, si t'es pas derrière H24, sachant que t'es en ligne, c'est un peu différent quand même, tu peux pas les secouer du lit, etc. C'est des gens qui ont vraiment une volonté minime de changement. Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué, parce qu'en fait, ils vont demander beaucoup d'efforts et tu te rends compte que tu vas un peu nager à contre-courant, tu vas les pousser, faire ce qu'il faut, mais eux vont vraiment être à reculons, avancer à reculons, et là, ça va tirer ton énergie, en fait, et là, ça peut être compliqué. Des élèves, entre guillemets, qui te prennent trop d'énergie, moi, j'en ai eu, et c'est compliqué. Il y en a encore pour lesquels je me souviens où il fallait les appeler régulièrement parce qu'il y avait des coups de panique, etc. Enfin bref, c'est très compliqué. Alors au contraire, tu as des gens qui ont des super profils, qui ont juste besoin d'une méthode, d'un petit coup de pouce, et là, concrètement, c'est le feu parce que tu as une super relation avec eux, des très belles transformations, et ça roule, quoi. Mais on n'a pas que des clients comme ça, il y a toujours un ou deux clients où c'est un peu plus compliqué. On peut essayer de les aider, je dis pas. Mais il y a des fois, honnêtement, tu le sens en fait, où ils sont pas cohérents par rapport à l'objectif, ou alors ils pensent qu'ils vont perdre 10 kilos en 2 mois, ou voilà, des choses irréalistes, et t'as beau leur dire, tu sens que même leur historique des fois de ce qu'ils ont fait, ils ont encore des croyances sur le fait que les régimes ça marche, qu'il faut faire plein de cardio, et t'as beau leur expliquer que non, ils vont faire plus que ce que tu leur demandes dans ton programme, et c'est là où en fait ça devient compliqué parce qu'ils sont pas alignés avec ta vision. Et là, quand moi j'ai ça en appel, souvent je refuse de prendre. J'explique par A plus B hein, qu'on n'est pas cohérent, c'est pas que je refuse, je dis juste qu'on est pas aligné et que finalement le programme ne va pas te correspondre en fait, tout simplement pour pas que parce que j'anticipe un peu les problèmes, on va dire ça comme ça. Question numéro 3, quelle est ma vision à long terme du business? Alors ça c'est un sujet, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est important de comprendre effectivement, et ça dès le début de ton activité, comment tu peux rendre ton activité scalable. Ça veut dire quoi scalable? Ça veut dire que tu puisses accueillir 10 clients, 20 clients, 30 clients et que ça ne te demande pas énormément d'efforts en plus. Ça, au démarrage, personne ne sait le faire. Personne ne sait le faire, c'est avec l'expérience en réalité. Là, tu vois, quand j'ai construit mon accompagnement Les Coachs Libres, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit tous les modules de formation en fonction des demandes de mes clients. En gros, j'ai pas construit un programme complet avant que tout le monde soit rentré. Non, ça c'est l'erreur d'ailleurs que je vois très souvent en ce moment. Tout le monde est en train de la préparer à la rentrée, ils se font tous des programmes, des applications alors qu'ils n'ont pas de clients. Bref, c'est un petit peu dommage. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un programme qui est cohérent. Et en fait, ma vision long terme, c'est un peu ça. En fait, c'est construire un projet sur lequel tu peux te sentir bien, ne pas être trop dépendant de tes clients. En tout cas, ton temps ne va pas trop dépendre de tes clients. Je m'explique. Minimiser peut-être les appels, minimiser les lives pour que ça soit quand même cohérent, que les gens puissent avoir un certain suivi évidemment, mais que ton activité puisse rouler à peu près toute seule quand même. Jamais de l'automatique à 100%, je pense que ça c'est un peu un mythe. J'ai testé le format formation et tout ça, on se rend compte que les gens ne lancent pas les formations, ne font rien, et c'est pas forcément ma vision du business aujourd'hui. J'ai testé pendant 6 mois, très honnêtement, et j'étais pas satisfait par ça, parce que j'avais pas de retour suffisant, t'as l'impression de bosser dans le vide, et c'était cool, c'était chiant en fait. Là aujourd'hui j'ai une communauté de coachs, je sais qu'ils vont regarder ça parce qu'ils m'ont posé des questions, je sais qu'on fait des lives régulièrement, je sais que là je vais regarder, j'ai des messages d'eux régulièrement, et moi ça me plaît.
c'est pour ça aussi que je limite le nombre de coachs que j'accompagne. Je limite à 10. Du coup, c'est un peu moins scalable, mais c'est volontaire pour le moment. Et le jour où je veux plus scaler, j'ai simplement à réduire un peu la fréquence des appels, mettre plus de live communs, potentiellement un live commun chaque semaine, et je fais plus d'appels individuels ou un appel individuel par mois. Et ça, en vrai, c'est assez facile à faire. Et si tu as des modules de formation ou voilà, si tu es coach sportif, des bons programmes, etc., ou qui ne demandent pas que tu sois tout le temps présent, par exemple, si tu fais des séances en live, etc., avec eux sur Zoom, là, forcément, tu peux pas scaler forcément et c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu ça, moi, ma vision du business. C'est toujours rester libre. Continuer à avoir du contact avec mes élèves. Je pense que ça, c'est une partie que j'avais perdue un petit peu au début d'année. Je me sentais un peu seul sur ça. Et là, je suis content d'avoir retrouvé la communauté. Ça, c'est un aspect assez sympa. Et voilà. Après, on verra comment ça évolue. Je ne sais pas exactement la question, comment vous voulez être posée. Mais l'idée, c'est ça. L'idée aussi, c'est d'automatiser ce qu'on peut automatiser. Je sais qu'il y a des tâches qui sont un peu plus pénibles, notamment la prospection. Évidemment, personne n'a envie de prospecter toutes les 5 secondes. Donc ça, on peut l'automatiser légèrement. Moi, c'est ce que je fais, notamment. Et c'est ce que je propose dans mes formations avec notamment le challenge evergreen. Moi, c'est un truc qui marche bien. En gros, j'arrive à avoir des appels sans rien faire. En gros, je fais quoi? C'est soit je fais de la pub, soit je fais des appels à l'action sur mes contenus en proposant de rejoindre mon challenge. C'est un challenge automatisé où il y a des vidéos de présentation, etc. J'explique des concepts sur Instagram, sur la partie coaching en ligne. Et les gens ont la possibilité de réserver un appel bilan. Voilà. Et moi, j'ouvre mon calendrier, hop, et je vois qui a réservé un appel bilan. Bon, c'est aussi simple que ça. Plutôt que d'aller à la mano, entre guillemets, envoyer des DM, etc., même si je le fais aussi, je pense qu'il faut un peu des deux mondes. L'automatisation, c'est quand même un truc assez sympa. Donc c'est un peu l'idée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tendent vers ça, mais c'est plus compliqué quand même qu'il n'y paraît, et c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place tout de suite. Au démarrage, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, je pense. Allez, on avance. Nouvelle question. Comment as-tu senti que c'était le moment de changer d'activité pour toi? Entre guillemets, le déclic. Donc moi, si tu le sais pas, j'ai fait un changement business en novembre 2024. Donc ça fait 10 mois, 8 mois, j'en sais rien. Où en fait j'en ai eu un trop plein. J'avais changé de niche, pour te faire un petit rappel, donc je coachais les hommes, ensuite je suis parti sur le coaching des femmes, et j'étais plus aligné, ça me plaisait plus. Alors pourtant je faisais mes meilleurs mois concrètement, forcément ça faisait 3 ans, 4 ans que je faisais ça, donc j'avais mes meilleurs mois en termes de revenus, mais j'étais plus trop aligné avec les contenus que je faisais, les podcasts où je parlais tout le temps de perte de poids. J'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Toi quand tu crées du contenu tous les jours, des podcasts toutes les semaines, des fois tu as envie de te renouveler un peu. Bon, voilà. J'ai fait mon ikigai, j'ai réfléchi, je me suis dit globalement, quel type de contenu je veux créer tous les jours, quelle est ma journée idéale, quels sont les gens que je veux aider aujourd'hui. Finalement, c'était assez logique que je voulais aider des gens comme moi à se lancer, à devenir libre et à devenir entrepreneur en ligne. Voilà, c'était ça en fait ma mission. Et je pense que travailler en mode mission, c'est vraiment important. Et à partir du moment où tu perds un peu ta mission de vue, c'est peut-être le moment de refaire un ikigai ou de refaire une introspection, d'aller, partir en forêt, partir au lac comme moi là, pour réfléchir un petit peu à ce que tu veux. Et je pense que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais dans un moment où effectivement je savais pas ce que je voulais, j'étais arrivé à la fin d'un cycle, tout simplement. Moi j'ai des cycles, c'est comme ça peut-être. Et voilà comment ça s'est fait. Ça a été compliqué, par contre, au démarrage, après, de savoir quoi refaire, quoi redémarrer. C'est jamais simple, mais je pense qu'il faut avoir confiance. Moi, j'avais suffisamment confiance en moi aussi pour me dire, t'es capable de recommencer à zéro une activité et réussir. Parce que je l'avais déjà fait une fois. Et je pense que ça, c'est important. Je pense que tout le monde est capable de redémarrer une activité à zéro. Évidemment, il faut avoir un peu de sous de côté, il faut voir un peu les choses venir. Et il faut prévoir que peut-être pendant les 6 prochains mois, tu vas pas avoir les mêmes revenus qu'avant. Je pense que 6 mois, 1 an, je pense que ce sera assez logique finalement que tu mettes un temps d'application comme ça. Mais je pense que on parle de vision long terme, moyen long terme, si c'est pour être plus heureux ou plus heureuse dans les 4-5 prochaines années, est-ce que vaut pas galérer peut-être 6 mois à réfléchir? Moi je pense que oui, plutôt que de rester dans une espèce de prison qu'on s'est faite parce que ça marchait bien, parce qu'on est confortable en termes de revenus, mais qu'on se rend compte que finalement on n'est plus aligné, on n'aide pas les personnes comme on veut, on est dans un système qui ne nous correspond pas. Voilà, moi c'est tous les déclics que j'ai eu à chaque fois que j'ai démissionné de mes tafs, parce que concrètement c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un déclic. Concrètement, j'ai eu des déclics parce que j'avais un mal-être à chaque fois. Et c'est comme tout, quand tu fais une transformation ou tu changes de taf, c'est généralement ça part d'un mal-être. Si ce mal-être il est assez fort, tu changes. Si ce mal-être il est pas très fort et tu sens que tu as juste besoin, encore une fois tu n'es pas obligé de tout quitter, de changer quelques petites choses dans ton activité, c'est possible. En réalité, on peut toujours réajuster un peu son quotidien, sa façon de créer du contenu ou sa façon de transmettre des informations ou peu importe sa façon de travailler, peu importe ton taf. On peut ne pas tout envoyer balader et changer littéralement. Ça dépend évidemment de chacun. Et voilà. L'idée un petit peu de moi, comment j'ai eu ces déclics-là, c'est en réfléchissant beaucoup. Voilà. C'est la fin de cette foire aux questions. Merci déjà de l'avoir écouté. J'espère que ça t'aura intéressé. Si tu as d'autres questions, potentiellement, n'hésite pas à me les envoyer sur mon Instagram, Clément Bled. En tous les cas, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt. Ciao, bye.